C'est pas un jeu, hein. On ne joue pas à la boxe. Il me dit, ah, il y a 12 combats, il y a 12 victoires, invaincu, 12 KO. Je dis, mais tu veux me tuer? C'est payant quand tu commences à être voulu par la télé américaine. Ou bien aujourd'hui, c'est DAZN, c'est des combats payants. Vanessa Lepage-Joannis, québécoise, qui est devenue championne du monde. Je peux dire que Eye of the Tiger est le seul promoteur de l'histoire canadienne qui a eu une championne du monde poids lourd homme. On est les seuls, il n'y en a pas d'autres, mais aussi femme. Tu sais, la plus grande leçon que j'ai apprise, c'était un exécutif très haut placé chez HBO. Il m'a dit, on n'est pas une compagnie de télévision, on est des raconteurs d'histoire. We are storytellers. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Maker. Aujourd'hui, notre invité, c'est Camille Estefan. Camille, c'est le propriétaire de l'écurie de boxe canadienne Eyes of the Tiger Management. C'est la plus grosse écurie de boxe au Canada et l'une des plus dynamiques au monde. Vous l'avez compris, dans ce podcast, on va parler de boxe anglaise. L'univers de la boxe, c'est un univers très complexe. Il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de différentes organisations. En tant que promoteur, Camille, c'est probablement l'une des personnes les mieux placées pour pouvoir comprendre un peu cet univers. On va regarder ensemble comment trouver les boxeurs, comment les recruter, comment organiser les combats et idéalement le but ultime, comment créer un champion du monde. C'est un nouveau podcast, donc si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous retrouver sur les différentes plateformes d'écoute. Donc je vous remercie à tous pour votre soutien et bienvenue sur Maker. Maker Podcast. Camille, bonjour, bienvenue sur Maker. Ravi de te recevoir ici. Je sais que tu es très occupé, tu sors d'un été assez hallucinant avec ta compagnie. Donc, pour récapituler un petit peu, tu es propriétaire de Eyes of the Tiger Management, qui est rendu la plus grosse écurie, plus grosse compagnie, promotion de boxe au Canada. Avant de commencer, pour les auditeurs, on va parler en détail de l'univers de la boxe. Et j'aimerais revenir sur cette notion d'écurie. Pour toi, ça peut paraître évident. Qu'est-ce que c'est vraiment aujourd'hui une écurie de boxe? Comment ça fonctionne? Ben, il s'agit de trouver les athlètes qui peuvent vraiment compétitionner au plus haut niveau. Alors, on essaie de les bâtir, les chercher, recruter des boxeurs qui ont le potentiel, les encadrer, les mettre leur donner les outils, en fait, pour pouvoir gagner les grands combats éventuellement. Alors, c'est ça, grosso modo. Ça devient comme une équipe un peu, tu sais, mais c'est drôle à dire parce que un boxeur, dans un ring, il est tout seul. Alors, il est face à son adversaire et à l'arbitre. Mais pour arriver là, il est beaucoup mieux outillé avec une vraiment bonne équipe qui peut l'aider à accomplir dans le ring. Alors, on dit une équipe, mais il est vraiment fin seul, en fin de compte, devant son adversaire. Donc toi, ton rôle en tant que promoteur, en tant que boss de l'écurie, c'est d'aller chercher les gens, les boxeurs, trouver les bons et les faire grandir pour qu'ils deviennent C'en des est une. champions? Tu sais, un promoteur doit promouvoir. Alors, en premier lieu. Alors, il faut trouver le produit, des athlètes qui peuvent être vraiment des gagnants et les faire connaître au public. Alors, il y a un élément de marketing, il y a un élément évidemment de mettre les shows ensemble, il y a un élément de visibilité, non seulement sportive, mais à monsieur, madame, tout le monde, pour que ces gens-là deviennent attirants. Alors, il y a une histoire à raconter avant tout. Heu, c'est ce qui devient la business. C'est des gens qui vont vouloir voir ces athlètes, en performant dans le ring. Et toi, donc tu te charges du recrutement et d'encadrer ces boxeurs De tout. En de fait, A à Z? quand je dis «je», c'est un gros mot, je peux pas dire «je» parce que j'ai une très grande équipe qui fait, tout ce travail-là. Alors, on a une équipe qui est, vraiment, là pour le recrutement, des athlètes, l'encadrement des athlètes, alors tout ce qui est côté sportif. Tu as l'équipe médicale pour s'assurer que, bon, ils sont, en santé. Tu sais, des blessures, c'est un sport quand même assez, demandant encore. On a une équipe qui fait toute la logistique de s'assurer que je te donne un exemple, on fait un gala de boxe, bon, on a disons 8 combats. Alors on a 8 de nos combattants qui vont affronter 8 autres combattants qu'on va devoir chercher d'un peu partout dans le monde. Alors tu peux avoir une équipe de l'Argentine, une équipe du Venezuela, une équipe du Brésil, une équipe du Mexique, puis une de la France, disons. Et c'est le boxeur, son coach de conditionnement physique, souvent c'est deux trois personnes qui l'accompagnent. Alors faire voyager tout ce monde-là, les mettre dans des hôtels, les assurer qu'ils sont là à la conférence de presse, à la pesée, au gala de boxe. Écoute, puis tout peut arriver, quelqu'un qui se perd en allant dans le dépanneur. Alors, on a une équipe qui prend soin de tout ça. On a une équipe de télévision aussi. Alors, on produit notre propre télévision pour pouvoir diffuser à travers le monde. Il y a une équipe de vente qui fait que ils font les ventes de billets de saison, la vente de télévision internationale. Alors, c'est très, très demandant. Honnêtement, c'est une grosse boîte. C'est une grosse organisation.
Et toi, on va voir un peu comment tu es arrivé jusque-là, c'est quoi ton parcours. Juste récapituler peut-être les grandes lignes un petit peu de qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Donc tu as créé Eyes of the Tiger Management, maintenant il y a à peu près une quinzaine d'années, ça va faire bientôt 20 ans. Donc tu as vu l'évolution du départ où ça a commencé petit, puis ça a grandi avec de plus en plus de boxeurs, de plus en plus de personnes connues qui ont eu, du succès. Tu as vu aussi des échecs, Oui. dans Et honnêtement, c'était pas prévu pour être ça. Moi, quand j'ai commencé à The Tiger, c'était vraiment pour aider un individu, un homme qui avait un peu de misère dans la gestion de sa carrière, dans la promotion de sa carrière. Il s'appelle Belvan Steven. On s'est rencontrés dans le gym, en fait. Je m'entraînais moi-même, je voulais me le mettre en forme. donc toi, tu étais boxeur aussi? Jeune, je boxais, au Liban. Puis, j'avais, bon, perdu le gym de vue un peu à cause quand j'ai immigré au Canada, le travail, l'école, même, bon, alors, j'avais pas le focus là-dessus, mais c'est une passion. Mon père était boxeur, mon oncle était box mes oncles étaient boxeurs, on boxait avec mes cousins. Puis, bon, j'étais dans le gym, je voulais faire du sparring. Alors, je me suis mis en forme de boxe pendant peut-être que 7 8 semaines. J'ai dit à mon coach Victor, il s'appelait Victor, il faut que je fasse du sparring. On était au TriStar, un gym qui est très bien connu pour, en fait, avec Georges Saint-Pierre, les arts martiaux mixtes. Alors, c'était la plupart des combattants n'étaient pas des boxeurs. Puis ça Donc prenait c'était des gars du UFC? du MMA, Du oui, MMA, ouais, bien sûr. la plupart étaient avec l'UFC. OK. Victor m'a dit: «Camille, il n'y a pas de poids lourd dans le gym». Il y avait un là-bas dans le coin. Je lui dis: «Victor, il est sur le sac, il a l'air assez, Ah, c'est bon? bon, il avait l'air, il avait pas le cœur au travail, disons». OK? Alors je veux pas dire paresseux, mais et alors je me dis: «Ah, je vais me débrouiller avec, je suis sûr». Mais non, oublie ça. Je dis: «Voyons, j'ai mon ego». Je dis: «Il vient dans le ring». Alors il l'appelle, il vient dans le ring. Ça a duré 3 rounds, je voulais plus rien savoir. C'était la dernière fois que j'ai mis les gants avec lui. Il était très, très, très bon. À ce moment-là, est-ce que ce gars-là était déjà professionnel? Alors on a fini le sparring, je suis à grosses gouttes. Je dis: «Victor». C'est qui ce gars? Il me dit: «Ah, il y a 12 combats, il y a 12 victoires, invaincu, 12 KO». Je dis: «Mais tu veux me tuer?» Il m'a dit: «Je t'ai dit», clairement. Alors là, et Berman était, un type qui était assez, silencieux, il parle pas beaucoup, mais il se demandait, lui, il dit: «Hey, lui», parce que j'arrivais dans mon costume, puis il dit: «Comment ça, il porte un costume et il sait se battre?» Alors c'était intriguant et d'une chose à l'autre, j'ai, eu la grosse surprise de voir que Berman avait perdu son 13e combat professionnel. Lui, il était promu par Don King. Alors, Don King, c'était son promoteur, un promoteur légendaire qui a fait Rumble in the Jungle avec Muhammad Ali, puis George Foreman. C'est un gars que, c'est ça, vraiment une légende. Et ben, Mervan a perdu son combat contre ce qu'on appelle un journeyman. Un journeyman, c'est un gars qui est assez bon pour faire des combats et donner des rounds, mais pas pour devenir un champion un jour. Alors, et ce gars-là, il avait battu Berman. J'ai dit: «Voyons, comment un gars aussi talentueux peut perdre?» Et il se donnait des excuses. Alors, il me dit: «Ah, c'est l'arbitre». Bon, il était juste penché, puis il était paresseux. Est-ce qu'il a perdu par, KO ou par points? Oui, il était arrêté parce que, bon, il se défendait plus, il était dans les câbles, puis il était juste fatigué et l'arbitre a arrêté le combat. Alors, c'était le choc pour moi, c'est tout un choc. Ça se peut pas que lui, il perde à ce gars-là. Je l'ai confronté comme un ami. Je lui ai dit: «Écoute, ben, je pense que tu devrais mettre un peu plus de travail, dans le gym parce que tu es tellement bon, mais tu vas brûler ton potentiel. Tu perdu». Et il s'est fâché. Tu sais, des fois, la vérité fait mal, mais bon, je suis comme ça. Il est parti de son bord, moi aussi. On s'est revus 2 semaines plus tard au gym. Il est venu me voir, il me dit: «Camille, tu as raison, mais j'ai besoin d'aide». Je dis: «Mais moi, je connais rien à la boxe». Tu sais, je connais le sport, je connais parce que je suis quand même je sais boxer, mais la business de la boxe, je ne la connais pas. Il m'a dit: «Je suis persuadé que tu vas pouvoir m'aider beaucoup. Est-ce que tu peux m'aider?» Puis c'est comme ça que ça a commencé. C'était juste pour aider, Un ami presque au final. Puis là, tu lui dis: «OK» et ça part comment? là, Parce que il m'a c'est dit, quoi j'ai tes premières étapes? ouais. Tu l'entraînes, tu deviens son coach, tu fais un combat? C'est Non, bonne question. Ouais, il m'a dit il y avait une négociation à faire avec Don King. Don, il était dur. Bon, Belman a perdu, et m'a dit: «Est-ce que tu peux venir mon promoteur avec moi?» Il y avait un gérant qui était un peu intimidé par Don King, ce qu'il m'a dit. Je dis: «Écoute, oui, j'irai avec toi». «Il est où?» Il me dit: «En Floride». Alors on prend un billet d'avion, on s'en va en Floride. J'arrive dans le bureau de Don King, 3 heures d'attente dans le bureau. Puis en fin de avec compte, Berman? oui, avec Belman. OK.
Il se sentait mal, Bellman. Tu sais, c'était si inconfortable pour lui parce qu'il paraît que Don, il était reconnu pour ça, faire attendre les gens pour un meeting. Il était souvent en retard. Donc juste pour bien comprendre, il y a le promoteur, c'était Don King et il avait son gérant, qui est la personne qui le Oui, gère en tant qu'athlète? bon, c'est ça. Alors, le gérant était un gars de New York. Je ne connais pas, mais il faisait pas le travail. Alors, Bellman voulait le remplacer, puis il m'a demandé de prendre cette place-là. Don King, il nous a tout simplement... il s'est pas présenté au meeting. Alors, sa secrétaire m'a dit, je m'excuse, il ne peut pas être là. J'ai dit, madame, je suis venu de la Floride pour le rencontrer, là. Je n'avais pas d'autre raison d'être ici. De Montréal, tu as pris l'avion jusqu'en Floride, tu as attendu et le Exactement. gars, Ouais. il est pas venu. He doesn't show up. J'étais pas de bonne humeur, mais je lui ai dit que ça arrive. Tu sais, des choses dans la vie peuvent arriver. Je dis, regarde, je vais revenir. Quand est-ce que je peux le rencontrer? Elle m'a dit, ah, la semaine prochaine. Je dis, ok, je reviens la semaine prochaine. Je pars à Montréal et je vais revenir en Floride juste pour le voir. Elle m'a dit oui. La deuxième fois, on attend peut-être 2 heures. Et là, ma patience, c'était, j'en avais plus. Alors là, c'était une confrontation, honnêtement, pour pouvoir le voir. Il a respecté cela, Don. Puis après ça, on a commencé à négocier pour le prochain combat. Donc, j'ai dit, je vais te donner ma parole que Berman va tout faire ce qu'il faut pour gagner des combats d'une façon impressionnante. Alors, j'ai donné un engagement de ma part et Berman était le gars qui était pour livrer par moi. Mais là, on s'est parlé très souvent, moi et Berman. J'ai encadré Berman avec d'autres coachs. On l'a fait déménager à Vegas, euh, dans le gym de Floyd Mayweather. Puis c'est drôle parce que c'était, tu sais, des fois, ils disent un fork in the road en anglais. Alors, c'est vraiment, on a pris la bonne décision parce que lui, il me disait, écoute, je pensais que je travaillais fort, Camille, comme boxeur. Quand j'ai vu Floyd, qui est le gars, le pound per pound meilleur boxeur au monde, à un moment donné, il faisait des centaines de milliers par combat, que lui s'entraîne plus que moi, ça fait pas de sens. Alors, il a commencé à prendre de bonnes habitudes. Floyd était vraiment très accommodant et gentil, généreux de nous donner la place dans son gym. Donc tu as rencontré Floyd à ce moment-là, qui Exact. était déjà à son prime. Oui, 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 il était à son prime. C'était la super vedette de la boxe, sans équivoque. Mais il était très généreux. Il a été vraiment très... tu sais, il a vu Batman, il savait qu'il était talentueux, il savait qui il était, il l'a vu dans des sparring. Puis voilà, le reste est de l'histoire. Il est devenu champion du monde, Batman. Champion du monde de la WBC. Il a fallu qu'il aille battre Chris Ariola, un Mexicain-Américain, en Californie, chez lui. Chaque personne dans le building voulait nous T'étais là-bas? arracher la tête. Oui, oui. T'étais au combat? Oui, oui, on était là-bas. Pourquoi ils voulaient vous arracher la tête? Parce qu'ils Les avaient, fans, ils aimaient Chris ah, Ariola, les puis fans, on OK, était OK. les adversaires. Alors, Les outsiders? oui, Ouais, oui, OK. oui. Puis c'était, en fait, ESPN avait quitté la boxe pendant un petit bout. Puis c'était le premier combat qu'il faisait sur le réseau traditionnel du ESPN pendant des années. Et c'est là qu'on a gagné le combat de championnat du monde. Et ça a été officiellement ton premier champion? Premier champion. Et après, il s'est passé quoi avec lui? Ça s'est terminé? Il a Ah, éventuellement pris sa retraite? en fait, à travers du cheminement avec Belman, parce que les boxeurs, d'autres boxeurs professionnels voyaient que ça allait bien dans sa carrière et tout ça, alors ils nous cognaient sur la porte, on veut être avec vous, et ça a grandi comme ça. Le premier gros nom après Belman, c'était Dirigeant, c'est ça. Puis après ça, il y a eu David Lemieux, puis bon, ça a suivi. Aujourd'hui, on a 25 athlètes qui sont signés avec nous. On a, je pense, 12 athlètes qui sont top 15 mondial. On a présentement 4 champions du monde. Puis, on compte avoir plusieurs autres. Et est-ce que tu as aussi la partie féminine? Vous avez aussi les Oui, femmes? oui, on a une femme qui s'appelle Mary Spencer qui est championne du monde aujourd'hui. On vient d'annoncer qu'elle va se battre le 30 octobre à Montréal au casino contre une super vedette, Michaela Meyer, qui est championne du monde dans 3 catégories déjà. Elle monte de catégorie pour boxer contre... alors, Mary est la championne du monde à 154 livres de la WBA. Et Michaela est la championne de 147 livres. Alors, c'était un combat assez important. Épique. Oui. Et le développement de la boxe féminine? Parce qu'on regarde souvent les combats de légende, c'est beaucoup les hommes. Ça se passe comment à ce niveau-là? C'est toujours les premiers combats dans les galas? Il y a quand même des gros événements? Non, il y a des gros événements. Il y a une compagnie qui s'appelle Most Valuable Prospect, je pense MVP de Jake Paul, qui presque se spécialise dans la boxe féminine. Maintenant, ils font beaucoup de gros shows. Euh, Elle a sa place, la boxe féminine, dans le sport de la boxe professionnelle. Puis il y a de très, très bons combats. Certains des meilleurs combats que j'ai vus l'année passée, c'était de la boxe féminine.
Nous, on a eu une fille qui s'appelle Vanessa Lepage-Joannis, québécoise, qui est devenue championne du monde. Alors, je peux dire que Eye of the Tiger est le seul promoteur de l'histoire canadienne qui a eu une championne du monde poids lourd homme. On est les seuls, il n'y en a pas d'autres, mais aussi femme. Alors, je suis très fier de cela. Vanessa, c'est une tellement belle histoire, une fille qui a été un peu intimidée. Il y a eu du bullying à l'école. Elle se faisait frapper par les garçons. Ils lui envoient des cailloux parce qu'elle était un peu plus grande, plus grosse que les autres étudiants, étudiantes. Et à cause de cette intimidation-là, elle a voulu faire de la boxe. Elle est tombée en amour. C'est une athlète née et elle a gagné le championnat du monde à Montréal. Je Euh, pense qu'aujourd'hui, elle reçoit plus trop de cailloux, les gens, ils ont plus peur non, de non, plus d'elle dans il la n'y a rue, plus de non? cailloux, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Tu as été, gagnant, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais promoteur de l'année sur plusieurs années. C'est quoi les critères? Comment ils jugent? Est-ce que c'est parce que tu as rentré beaucoup de nouvelles personnes à potentiel? Est-ce que c'est parce que tu as eu des champions? Comment ça marche? C'est le type d'événement que vous faites, en fait, comme promoteur. Alors, ce qu'on avait fait, c'est plusieurs événements de calibre pour le NABF. Alors, ça, c'était le promoteur nord-américain de l'année. Puis, ils nous ont reconnu avoir livré des champions, avoir livré de la grosse boxe, de la grosse qualité de boxe, puis des gros événements. Puis ça reste un show surtout, parce qu'à la fin de la journée, tu as les boxeurs, tu as leur histoire à raconter, mais aussi il faut que le spectacle soit au rendez-vous, que ce soit à travers des combats de légende, que ce soit intéressant, que le but c'est quand même aussi de vendre des tickets, non? Que les gens Certainement. regardent. Tu sais, souvent, on a un boxeur que je peux nommer qui est ultra talentueux, un des meilleurs boxeurs qu'on a jamais eu dans la boxe professionnelle, qui s'appelle Guillermo Rigondeaux. Rigondeaux gagne tous les combats, mais il est vraiment plate à regarder boxer. C'est plate. Le style, il mise pas beaucoup sur la puissance, il n'y a pas de KO. Il essaie, en fait, l'essence de la boxe, c'est de toucher et ne pas être touché. Et lui, il est capable de ne pas être touché, mais il touche pas souvent non plus. Alors c'est plate, C'est pas spectaculaire. c'est pas spectaculaire, c'est pas un spectacle. C'est de la boxe pas spectaculaire. Personne ne veut le voir. La télévision ne voulait même pas payer pour ces combats. Alors qu'un gars comme David Lemieux, qui est beaucoup moins spectaculaire, en fait beaucoup moins bon boxeur, mais si spectaculaire parce qu'il mettait les gens, en fait, il les envoyait se coucher, là. Il fallait amener des oreillers avec nous souvent, là. Je te dis vraiment, si vous regardez souvent les highlights sur YouTube de David Lemieux, tu te dis, waouh, il était violent, en fait. Et lui, malgré des défaites, la télévision voulait acheter ses combats parce que les gens veulent le voir boxer. Alors, comme tu dis, vraiment, c'est un spectacle. On mise beaucoup sur des boxeurs qui sont spectaculaires, qui ont beaucoup de puissance et qui sont offensifs. Tu sais, je fais un exemple avec le hockey. À un moment donné, Jacques Lemaire, un très, très bon coach de hockey qui coachait les Devils de New Jersey, il a établi un système qui s'appelle la trappe de Jacques Lemaire, maintenant il l'appelle. Le plus... euh, en fait, c'est un système qui fonctionne très bien pour gagner des matchs, mais le spectacle est poli. Personne ne veut voir ces matchs-là. Bah, même dans le soccer en Europe, tu as des teams qui gagnent avec un jeu très C'est ça. défensif, il se passe rien du match, alors que L'Italie, par exemple pas l'Italie comme la France, ouais, par exemple, pas comme mais l'Espagne, pas exactement, comme le Brésil. c'est ça. Bah, tu connais bien le soccer, je sais que tu es un fan de l'équipe de France en plus Ouais. et du sport, de la France en général. Juste pour revenir sur David Lemieux, comment ça s'est passé la rencontre avec lui? Est-ce que c'est lui qui est venu à toi parce qu'il avait vu ce que tu avais déjà fait? Est-ce que ça s'est fait parce que tu allé le démarcher? Comment ça s'est passé? Non, on était dans un gala de boxe dans lequel un de mes boxeurs boxait, lui il boxait aussi. Puis il mangeait, moi je suis libanais d'origine, il mangeait de la bouffe libanaise. Je dis, tu aimes? Il s'appelle David Lemieux, tu sais. Mais lui, sa mère est libanaise, ça, je ne le savais pas. Puis on a commencé à parler comme ça, puis on a vu immédiatement qu'on avait beaucoup d'affinités ensemble. Puis il m'a demandé une question par rapport à mon chien. J'avais un chien, j'aime beaucoup les chiens, et un dog argentin. Il m'a dit, écoute, c'est quoi cette histoire-là? Puis là, c'est comme ça qu'on a commencé à se parler. Il avait besoin d'aide. Il s'est séparé de son coach de longue date, Ross Amber, dans le temps, qui était plus, pas seulement coach, mais gérant de sa carrière. Puis David cherchait un autre cheminement. C'est comme ça que ça a commencé. Est-ce qu'à ce moment-là, il était déjà professionnel? Il Oui, av oui, oui. Mais pas de champion, pas de titre officiel? Il était une grosse vedette déjà au Québec.
du fait qu'il y avait 19, je pense que il a un record au Canada, 19 victoires, 19 KO. Alors, euh, il avait perdu contre un boxeur qui s'appelle Rubio. Tu sais, David, il était très, très, très puissant comme cogneur. Alors, c'est un poids moyen, mais qui cognait aussi dur que des poids lourds, sans exagérer. Alors, il mettait KO plusieurs boxeurs qui sont bien meilleurs boxeurs que lui. Il tapait trop Pouvaient, fort. ben, c'est ça. Et à un moment donné, il a rencontré un gars qui avait une très bonne défensive, qui savait comment euh, survivre jusqu'à temps que David soit fatigué, puis David a perdu le combat. Et là, ça a dégringolé sa carrière. C'était pas, il y a eu 2 défaites de suite. Et moi, j'ai commencé avec lui au moment qu'il a commencé à s'entraîner pour le deuxième combat, la deuxième défaite. Puis j'ai vu les choses à ajuster. Et lui aussi, on s'est remis à gagner, à chercher des ceintures mineures pour remonter dans les classements, établir une crédibilité. Et éventuellement, on a eu une offre pour aller boxer à New York contre un gars qui s'appelle Gabriel Rosado, chez lui, un portoricain à New York. Et David lui a passé le KO. Avant le combat, par exemple, il s'est cassé la main. Alors David, le mieux, avait la main cassée, fracturée, une bonne fracture avant le combat. J'ai voulu canceller. Il m'a dit, Camille, on ne cancelle pas le combat. Je vais le battre quand même. On a tout essayé pour le convaincre de canceller. Il voulait rien savoir. Il arrive là. À la fin du combat, Rosado avait l'os orbital fracturé, le nez fracturé, les côtes fracturées. Et David l'avait arrêté au 7e round. Alors là, c'était sur HBO. Et HBO voulait absolument revoir David Lemieux. Ça a été 2015 2014. 2014. Et il devient champion du monde sur ce combat-là? Non, Ou non, non, c'est ok. le combat qui lui a permis d'avoir un contrat avec HBO. Puis, à cause de ce combat-là, ben, on a pu affronter de meilleurs adversaires. Tu sais, ça prend du budget hein, pour chercher un adversaire de calibre top 5 mondial. Et avec la télé américaine, HBO, dans le temps, ils nous donnaient de bons budgets. Et ça a mené en fait, je pense qu'on a fait le combat de Indam tout de suite après Rosado. Il a gagné. Puis, on a fait beaucoup, beaucoup de combats pour David sur HBO après ça. Donc là, en fait, c'est une question de momentum. C'est tu commences à gagner, les gens veulent te voir plus, surtout si tu es spectaculaire et si le boxeur frappe fort, qu'il y a des KO. Là, tu as plus d'argent, tu peux aller chercher des noms plus connus. Et comment tu arrives jusqu'à à la ceinture? Comment tu arrives au champion? Là, il y a aussi, c'est pas un jeu politique, mais il y a les fédérations. Alors, tu as 4 fédérations majeures, la WBC, IBF, WBA et WBO. Puis, on a monté dans les échelons de la IBF avec David. Alors, la ceinture était rendue vacante, puis ils ont ordonné un combat entre David Lemieux et Hassan Ndam, un boxeur français, qui était le mieux classé dans le temps, euh, qui était disponible à boxer et le mieux classé. Quand tu dis que la ceinture était disponible, ça veut dire que l'ancien champion avait arrêté ou il était Elle était rendue vacante, je pense que je me rappelle plus comment c'est arrivé, c'était quel champion qui avait plus la ceinture, qui a monté de division de poids, quelque chose comme ça, puis elle est devenue vacante. puis j'ai vu donc il y a 4 organisations mondiales, donc qui délivrent 4 ceintures différentes et là-dessus, il y a 17 catégories hommes, 17 catégories femmes, du poids le plus léger jusqu'au poids lourd qui est la catégorie, ultime. Ce qui fait quand même énormément de potentiels champions. Ça rend presque, si tu fais les calculs, plus de 150 champions en même temps. Tu as aussi des champions qui ont des fois plusieurs ceintures, qui vont aller chercher dans différentes catégories, différentes organisations. Comment ça se passe? Oui. C'est un long sujet. Je vais essayer de mon mieux de le faire court. Euh, Premièrement, la boxe, elle est un peu. euh, il y a des gens qui reprochent tous ces champions à la boxe. Bon, il y a deux côtés de la médaille. Il y a un côté positif, négatif, on peut le voir différemment. Premièrement, avoir 17 catégories de poids est vraiment là pour la sécurité des boxeurs. Parce que tu sais, le poids fait une grande différence. Alors, la puissance peut provenir du poids aussi, ça avantage. Alors, un gars qui peut peser 154 livres, qui boxe contre un gars qui est à 168, c'est dangereux. Tu sais, on ne joue pas à la boxe. Alors, il faut protéger les athlètes et c'est pour ça qu'il y a plusieurs catégories de poids pour s'assurer que. Alors, les arts martiaux mixtes, ils en ont moins, mais c'est beaucoup plus dangereux. Parce qu'ils peuvent mourir sur un C'est KO ça. là. Un coup mais ça arrive, hein, des athlètes dans tous les sports, mais
C'est un sport très violent. Alors, ça, je suis persuadé qu'il ne faut pas changer ça. Il faut garder les catégories de poids telles qu'elles sont. Bien sûr, mais je pense que les gens, ils réalisent pas la puissance de frappe d'un poids lourd. Berman, Tyson, les grands, pas même Fury, peu importe, versus quelqu'un de normal. Par exemple, quelqu'un même si tu es athlète, même si tu es en forme et tout ça, je pense que quelqu'un de normal peut mourir sur un coup de poing, non? 100%. Pas protégé, un poids lourd qui cogne quelqu'un qui ne sait pas se protéger, c'est fatal. Hem, L'affaire qu'il faut réaliser, c'est que les boxeurs professionnels, oui, ils ont une beaucoup plus grande force de frappe que monsieur, madame, tout le monde, parce qu'ils ont appris comment le faire et c'est des athlètes et cetera. Mais aussi, ils savent se défendre. Alors non, alors ça vient alors le gars, oui, il sait très, très bien boxer. Il sait se battre, offensivement, mais défensivement aussi. Alors, hem, les gens peuvent penser que c'est barbare et tout ça, oui, mais ils sont aussi là pour savoir se protéger. Maintenant, les fédérations, Jérémy, c'est ça le point le plus nébuleux de la boxe professionnelle parce que, heu, je te donne un exemple. Je te mets dans la position du président d'une fédération qui a la super vedette Floyd Mayweather qui te dit: «Écoute, tu veux que je me batte contre ce type-là, qui est classé deuxième. Personne ne le connaît. Alors si on va se battre, moi, contre lui, on va générer des revenus, disons, de 10 millions pour le combat. Tandis que si je boxe contre le cinquième, que tout le monde connaît, on va générer 150 millions en recettes. C'est le combat que je veux faire. C'est de la boxe professionnelle. Des fois aussi, c'est une question de style. Est-ce que les gens vont vouloir voir ces deux boxeurs-là boxer? Alors, les fédérations sont dans une situation très difficile. Ils sont entre l'arbre et l'écorce très, très souvent. Parce que c'est une question de monnayer les combats aussi. Et c'est ce qui fait qu'il y a certaines décisions qu'on ne comprend pas des fois. Et pourquoi le deuxième, par exemple, serait moins connu que le cinquième? Parce que techniquement, il est mieux classé, il a eu des meilleurs résultats? Il a peut-être été plus actif, il a fait plus de combats, il peut avoir battu quelqu'un de connu, mais lui, il l'est pas. Alors, c'est une question de vendre le produit aux consommateurs, aux fans de sport ou bien spécifiquement fans de boxe qui va vouloir voir ce combat-là. Certains combats, c'est des happenings. Alors, on va au-delà du fan de boxe qui veut voir, qui connaît tous les boxeurs et tout ça. Il y a des qu'on appelle des casuals. C'est des gens que ah, c'est Mike Tyson qui boxe, je veux le voir. Je m'en fous contre qui. Le combat contre Jake Paul qui était un combat un peu, on va dire du divertissement plus que de la vraie boxe. Tu avais une ancienne légende, tu avais quelqu'un qui s'est mis à la boxe sérieusement, mais qui à la base, c'est pas son métier, qui a fait énormément de vues aussi. Après, le combat était bien, pas bien, je pense qu'il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, puis il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça a même nui à l'image de la boxe professionnelle. Ils ont même, je pense, retiré ses droits, non? Je pense qu'il est arrivé quelque chose où ils ont interdit de boxer ou quelque chose comme ça? Écoute, on peut voir ça de plusieurs façons. Le fait est qu'il y avait tellement de eyeballs sur ce combat-là, il y a tellement de monde qui ont vu ce combat-là que ça peut pas être mauvais pour la boxe. Ça fait parler de la boxe, ça fait découvrir le sport. Clairement, moi, je suis pas fan de ça parce que je suis un puriste, mais il y a deux façons de voir les choses. Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'est la santé de Mike Tyson parce que, veux pas, l'autre, c'est un jeune qui s'est mis à la boxe. Il est très sérieux, il s'entraîne bien, puis il est pas mauvais. Alors, il y avait la santé. Je pense qu'il y a rien eu de mal qui est arrivé à Tyson dans ce combat-là parce que là, on peut avoir mal. Il peut le tuer, hein? Ouais, ça, sincèrement, c'est pas un jeu, hein. C'est vraiment, on ne joue pas à la boxe. Alors, mais pour revenir aux fédérations, on a une situation aujourd'hui avec Canelo Alvarez. Canelo, c'est la super vedette de la boxe. Puis chaque sport a besoin d'une super vedette. Sans super vedette, tous les sports souffrent. Euh, Canelo est vraiment la vache à lait de la boxe professionnelle. Canelo, il s'est fait enlever sa ceinture par la IBF, une fédération très respectée, qui ont dit, écoute, on va suivre nos règlements. Et ils ont donné la chance à un type qui s'appelle William Skull pour se battre contre euh, un très bon boxeur russe, Shishkin. Euh, les deux sont inconnus. Tout d'un coup, le gagnant de ce combat, c'est un combat très plate que Skull a gagné, est champion du monde et Canelo l'est pas. Ça ne fait pas de sens. Et comment il retire la ceinture? Parce qu'ils ont dit, Canelo, tu es supposé te battre contre Skull. Il dit, écoute, personne ne le connaît, là. C'est un boxeur plate et tout ça. Bon, je ne me bats pas contre lui. Bon, si tu ne te bats pas contre lui, on t'enlève la ceinture. Tu n'es plus champion de la IBF.
Il dit OK. Ils lui ont enlevé parce que c'est dans la réglementation, puis ils ont suivi la réglementation, ce qu'ils ont bien fait, côté légal, côté éthique même, si on veut, parce que l'autre, attend ça change aussi, hein, Skull, mais en fin de compte, côté affaires, c'était la pire chose à faire pour la IBF, pour la boxe professionnelle, parce que tu peux pas dire que Skull est champion quand Canelo est là. C'est Canelo le vrai champion. Il faut battre le champion euh, pour lui ravir sa ceinture. Alors, il y a deux côtés de la voir la situation. Est-ce que la IBF avait raison? Je peux dire que oui, dans la réglementation. Est-ce qu'ils avaient raison côté affaires? Non. Alors, Canelo est le vrai champion aujourd'hui. Il s'est rebattu contre Skull, il l'a battu à Skull, et aujourd'hui, il va se battre contre Terence Crawford le 13 septembre dans un gala qui est probablement le meilleur gala de boxe, mais le meilleur combat de boxe dans les dernières décennies. Waouh. Et ça, c'est bientôt, là, c'est C'est des super vedettes, oui. dans 2 semaines, Oui, c'est à Las oui. Vegas. À Las Vegas, on a un de nos boxeurs qui va boxer en sous-carte, qui s'appelle Christian Mbili, champion du monde, qu'il est présentement obligatoire à Canelo. Mais j'accepte le fait que Canelo boxe contre Crawford et non pas Christian pour cette fois-ci, parce que c'est légitime ce combat, les gens veulent le voir. Ok, alors là, juste revenir sur un point, parce que là, tu as dit quelque chose de super intéressant, puis pour que les gens comprennent bien. Mbili, Christian Mbili, donc c'est un de tes boxeurs. 10 ans après David Lemieux, donc 2015-2025, il est devenu cet été champion du monde, mais par intérim. Ok, ça c'est aussi un terme compliqué qu'on entend, qui n'est pas forcément toujours. Parce que moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit ok, il est champion du monde, il n'est pas champion du monde. Tu peux être champion du monde par intérim, ça veut dire qu'il n'a pas défendu sa ceinture, le vrai champion? Comment ça fonctionne? C'est que c'est Canelo qui est le vrai champion de la WBC, si on veut dire vrai. Mais lui, il a la division, elle est un peu bloquée derrière lui. Alors, s'il n'y a pas une ceinture intérimaire, les autres boxeurs sont bloqués. Comment ça? Je suis pas sûr de comprendre. Ils ne peuvent jamais devenir champions, il ne va pas se battre contre eux. Canelo, il s'est battu à des divisions de poids de 175 livres, 168 livres. Il a commencé à 154 livres. Là, aujourd'hui, il se bat contre le champion, le 13, de la division des 154 livres. Alors, Christian Mbili, tu te mets dans ses souliers et moi, je fais quoi? Je suis capable de le battre, mais il ne va pas se battre contre moi parce que je comprends côté affaires, Parce que il n'a pas la volonté Parce de. que Christian est trop petit encore? Il y a pas assez de visibilité ou? C'est juste, il est moins connu, exactement, il est moins connu. Alors, pour le faire connaître et pour lui donner la Légitimité, légitimité, tu donnes une ceinture intérimaire. Et une fois que Canelo sera capable de se battre et défendre sa ceinture de la WBC, ben, il va devoir défendre contre Christian Mbili si Christian continue à gagner. Donc là, il y a Canelo qui fait son combat officiel à Las Vegas Contre Crawford, contre oui, Crawford mi-septembre. Là, c'est pour la ceinture. oui, Si Canelo oui, perd, oui, il est plus champion du monde. c'est ça. OK, et Crawford, ça fait un moment qu'il est là aussi. Crawford, tu sais, c'est deux super vedettes. Canelo, c'est vraiment le gars le plus vendeur de la boxe, le plus connu. Crawford, c'est probablement un des gars qui sont les meilleurs livre pour livre. Et je te dis, historiquement, il, il- il est difficile à trouver un boxeur meilleur que lui dans l'histoire. Tu peux trouver peut-être une dizaine, pas plus. Et les deux vont se battre un contre l'autre. Alors moi, je peux dire, écoutez, c'est pas fair. C'est Christian qui devrait se battre contre lui. Et c'est légitime ce que je dis. Parce que les gens le connaissent quand même, Christian, comme un boxeur qui peut battre Canelo. Mais ça ne fait pas de sens non plus que j'arrête un combat tel Canelo contre Crawford. Voilà. Donc là, il va avoir ce combat. Peut-être Canelo gagne, donc il reste champion. Et derrière, donc toi, tu as dit le mot sous-carte, c'est ça? Oui. C'est la sous-carte, c'est qui fait le combat d'avant? Une soirée de boxe est composée de plusieurs combats, évidemment. Alors, la sous-carte et les combats qui arrivent avant la finale. Et Christian, il est dans la sous-carte. C'est probablement le combat le plus équilibré de la soirée. Il boxe contre un gars qui s'appelle Lester Martinez. C'est deux gars invaincus, très dangereux, qui sont les prochains. Alors, on va voir qui va sortir gagnant. Et là, si Christian gagne, c'est le but, et qu'il va organiser un combat, tu vas essayer d'organiser un combat contre Canelo, ça serait là, il y aurait plus de combattants au milieu, ça serait le prochain légitime à se battre, non? On aimerait ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est ce qui va arriver? Ça dépend de la volonté des boxeurs. Nous, on veut. Est-ce que Canelo va vouloir? Est-ce que les promoteurs, dans ce cas-ci, c'est Turquie Al Alfi qui investit pour avoir ce gars-là? Il y a un autre boxeur qui s'appelle Hamza Shiraz, que je sais qu'il est aussi dans les girons pour boxer contre Canelo, que Turquie apprécie beaucoup.
Alors, ça va dépendre vraiment de la performance de Christian, premièrement. Deuxièmement, de la volonté. euh, pour moi, Hamza Shiraz n'est pas de calibre de Christian Mbili. Mais il vient de faire un très, très gros statement à New York. Il a battu Berlanga. Alors, légitimement, les gens le connaissent aujourd'hui autant que Christian. Puis là, même pour les boxeurs, toi, ton rôle en tant que promoteur, c'est super important d'essayer d'avoir les combats parce que ton vrai job, en plus de les encadrer, de les faire monter, c'est aussi de leur avoir les combats. Parce que comme tu dis, le gars qui était à New York, qui était très passif, qui faisait pas grand-chose, même si tu as le super boxeur, si jamais personne l'aide à atteindre certains paliers, c'est aussi ton job de les accompagner jusqu'au point où ils peuvent se battre contre des stars. C'est ça. Pour moi, la clé a été l'activité. Je voulais m'assurer que mes boxeurs sont très actifs parce que, premièrement, ils sont plus vus par les fans, alors ils sont plus connus, ce qui va faire qu'ils sont plus populaires. Mais aussi, côté sportif, l'ennemi numéro un pour un boxeur, c'est l'inactivité. Tu peux faire tout le sparring au monde dans un gym, tu peux t'entraîner autant que tu veux. C'est pas équivalent à un combat. D'ailleurs, certains boxeurs sont très bons dans les combats et ils sont pourris dans le gym. Tu sais, dans un sparring, ils n'ont pas le feu sacré, ils ne ressentent pas la, La la foule, nécessité de, de, de se battre. Tu sais, sparring, c'est entraînement. t'entraînes, c'est ça. Même si tu te bats, tu as un casque, puis les gants sont plus gros, ils mettent des gants de 16 ou 18 onces pour que l'impact des coups de poing sont moins C'est gros. l'épaisseur au bout du gant. Ok. Exactement. Et alors, David Lemieux est un bon exemple. Tout le monde lui donnait la clé dans le gym. Tu arrives dans le ring pendant les combats, là, et c'était un tueur. C'est pas la même personne, exactement. Incroyable. OK. Et au niveau des juste pour revenir sur les ceintures rapidement, donc il y a les 4 divisions et après si tu en as 2, si tu as 2 ceintures, tu deviens, champion unifié, c'est ça? Ce qui est déjà Ouais. 2 ou 3, ce qui est déjà très compliqué à faire parce qu'il faut arriver au prime. Bon, Canelo, lui, il a eu les 4, je pense, comme Floyd, comme, bah, les légendes du sport comme Tyson et cetera. Comment tu fais quand tu en as une? Après, c'est plus facile d'avoir les autres, je suppose? Pas C'est une forcément? question de popularité, la demande des fans pour ces combats-là. Alors, si tu as deux champions, un qui est à la IBF et l'autre à la WBC, que les fans veulent voir se battre, l'argent va être au rendez-vous pour que les gars soient payés, puis que les fans aient un spectacle. Ben, ils vont se battre, puis là, ils vont unifier. Quand tu as les quatre ceintures, c'est autre chose. C'est très rare, puis je pense que c'est ce qu'on a besoin dans la boxe professionnelle. On a besoin de plus de champions unifiés ou bien des champions avec les 4 ceintures que les gens disent: «Qui est le champion?» C'est lui. C'est lui. Parce que UFC, MMA, il y a qu'une ceinture Voilà. et ça, c'est un gros sujet, mais c'est pas plus facile aussi pour les gens de suivre? Quand tu dis: «C'est lui le champion», bah, tu le sais. Parce que là, c'est lui le champion, mais dans l'autre enfin, dans l'autre organisation, c'est lui, puis ça peut être lui aussi, puis il y a l'intérim. Ça devient un peu complexe sinon pour les gens pour suivre. Tu as 100. C'est le nerf de la guerre. Alors, c'est la chose que la boxe professionnelle a besoin de surmonter. Mais encore une fois, il y a 2 côtés d'une médaille. La UFC, alors tu as une ceinture, mais ils ont un monopole. Alors, il n'y a jamais eu un boxeur de la UFC qui a fait autant d'argent qu'un Canelo ou bien qu'un Floyd ou bien qu'un les super vedettes de la Même boxe. les McGregor, tout ça? Même pas. McGregor a jamais fait autant d'argent. Je pense qu'il a fait 15 fois plus d'argent dans un combat contre Comme Floyd Floyd? que toute sa carrière. Waouh! Alors, quand il y a un monopole, regarde, les données sont là, c'est des données publiques. Les revenus générés par les arts martiaux mixtes distribuent 13% des revenus aux athlètes. Dans la boxe professionnelle, la moyenne est de 70% qui revient aux athlètes. C'est énorme. Mais elle va où l'argent dans C'est le l'UFC? capitalisme. Bon, tu sais, il y a la compétition. Alors, il y a la IBF, la WBC, WBO, différentes organisations. Alors, il n'y a pas un monopole pour dire, écoute, tu boxes pour cet argent-là ou bien tu boxes pas. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Bah, pour les athlètes, c'est peut-être mieux la boxe, au final. Mais elle va où l'argent si tu as seulement 13 qui revient à À l'athlète? l'organisation, écoute, ça vaut aujourd'hui, la UFC est la propriété de Endeavor. Alors, je te donne des informations publiques. L'évaluation de la UFC, c'est de 12 milliards. Endeavor, je pense qu'ils ont la WWE aussi, le WWE, qui est à 9 milliards. Ça, Alors, on parle c'est le catch, c'est ce qu'on appelle le catch en français, ce qui est le fake, on va dire, quand tu dis oui, c'est ça. WWE, Oui, OK, oui, ouais. oui, le fait. Alors, c'est quand même
intéressant une corporation comme la WBO qui est du catch, comme tu dis, vaut 9 milliards. Alors, les gens veulent voir, c'est un spectacle. La UFC, c'est un spectacle. Ils viennent de signer un contrat avec Paramount et CBS pour 7 ans à 7,7 milliards. Alors, euh, je pense qu'il devrait être, moi, parce que dans l'âme, je suis gérant. Hein. J'ai commencé comme un gérant, je suis devenu promoteur par la force des choses. En fait, c'est une partie de l'histoire que je t'ai pas contée, c'est que à un moment donné, j'avais Bellman qui était avec Don King et Dirigeant qui était, moi j'étais son gérant au début, qui était avec un autre promoteur. Puis dans les deux cas, ils nous ont dit, écoute, s'il ne boxe pas pour cet argent-là, il ne boxe pas. J'ai dit, oui, mais c'est pas fair, tu sais, il devrait. On a essayé de négocier, il n'y avait rien à faire. J'ai dit, OK, je vais faire mon propre gala de boxe. Alors, le premier gala de boxe, je pense que c'était au Théâtre Corona à Montréal. Et c'était Bellman en finale, Dirigeant en demi-finale, juste pour démontrer qu'on est capable de le faire nous-mêmes. Puis après ça, les choses se sont résolues un peu plus parce qu'on avait la capacité de faire des galas de boxe. C'est pour ça que je suis devenu promoteur. Mais dans l'âme, je suis gérant et on agit souvent à encadrer les boxeurs beaucoup plus qu'un promoteur. D'habitude, un promoteur, il dit, écoute, toi contre toi, moi je fais l'événement, arrangez-vous, mettez-vous, Mais tu mettez-vous en gères pas les forme. boxeurs. C'est ça. Toi, tu fais les deux, tu as Nous, la double nous, casquette. oui, on fait les deux. On agit vraiment d'une façon à encadrer le boxeur pour qu'il devienne le meilleur athlète possible. On fait des documentaires sur leurs histoires pour raconter l'histoire, les rendre le plus populaires possible. Et je pense que c'est la façon de faire. Tu as parlé de Paramount, tu as parlé d'HBO tantôt, tu as créé Punching Grace. C'est comme un espèce de Netflix de la boxe. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est concrètement? Euh, oui, depuis une dizaine d'années, en fait, ça fait 8 ans, je pense, que j'ai parti cette compagnie-là. Nous, notre premier gala, on l'a fait en 2011 de boxe, novembre 2011. Puis, je pense 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard, j'ai réalisé que on doit avoir notre propre média. Je voyais une tendance, un grand changement dans la télé traditionnelle. Tu sais, les jeunes se désabonnaient du câble. Je ne sais même pas si tu as un câble chez toi. Tu sais, la plupart des jeunes, ils regardent des applications, ils regardent. Tu vas chercher le contenu que tu veux. Tu veux pas être. Abonné à tout, ouais. Exactement. Alors, j'ai dit, ça s'en va dans ça. Puis c'était comme un peu avant le temps. Tu sais, Dazon a même commencé après nous. Euh, et on a commencé pour dire, écoutez, nous, on va diffuser nos propres galas, on va faire du contenu pour faire connaître nos boxeurs, puis avoir un peu moins de dépendance sur la télé traditionnelle et les médias traditionnels. Comme exemple, un journal de Montréal, on a fait de très bonnes affaires ensemble, on le fait toujours, mais ça peut pas être la seule place où tu dissémines l'information sur tes boxeurs. Et c'était la raison d'être. Puis, sans Punching Grace, on ne serait pas vivant aujourd'hui à The Tiger. Ça a vraiment sauvé notre corporation, notre équipe, si on veut, spécialement à travers la COVID. Euh, on a pu faire des galas sans fans dans les sièges, mais qu'on a pu vendre à travers le monde entier, des fans de boxe qui voulaient voir de la boxe, mais on avait. Oui, sans la foule, sans le monde, mais au moins tu avais quand même les boxeurs qui pouvaient est-ce que tu avais quand même des règles, des restrictions par rapport à ça ou Oui, clairement, il y avait des règles du gouvernement qu'il a fallu respecter? suivre et tout ça. Il y a eu une politique qui a été mise en place qu'on a évidemment suivie. Sauf que on a pu vendre de la boxe aux fans de boxe qui ne pouvaient pas se déplacer. Il était chez lui, ou bien sur son iPad, sur son téléphone. Il paye 19 $ par mois. C'est un revenu récurrent pour nous qui est très important. Puis, bon, on a pu assurer la continuité de l'activité pour nos boxeurs. Alors, ce qui est arrivé, c'est que certains de nos boxeurs, comme Christian Mbili, ben lui, il a boxé, il a continué à avancer dans les classements, tandis que les autres boxeurs ne pouvaient pas boxer parce que. C'était à l'arrêt? Incroyable. Donc ça a continué à donner des shows, Oui, oui. voir des combats. Les gens voulaient voir des combats, mais il y avait très peu, en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Alors, on était presque les seuls, un des Waouh! seuls à pouvoir exercer notre métier. Puis, les boxeurs, ils sont améliorés dans les classements, ils ont pu continuer leur carrière. Tu sais, dans la crise, on dit qu'il y a toujours des opportunités, mais nous, on a sauté dessus, puis c'était une opportunité. Mais grâce à Punching Grace. Alors, Vous avez Punching Grace, survécu, aujourd'hui, hein. oui, absolument. Et on raconte les histoires des boxeurs à travers de Punching Grace. Alors, on fait de la production de documentaires, qui est un élément très important aussi. On va parler de la construction d'un boxeur, ensemble. Oui. Juste avant ça, je veux revenir, tu as parlé de Las Vegas, tu as parlé,
des shows, des grands galas, tu as été approché par l'Arabie Saoudite. Tu as rencontré, Oui, juste peut-être nous expliquer un petit peu, tu as oui, rencontré, Turquie Al-Sheikh, puis MBS, Mohamed Ben et Salem. je t'explique un peu. Ça s'est passé comment, hein? L'Arabie Saoudite, ils ont quelque chose qui s'appelle la Vision 2030, qui ont établi depuis, je pense, en 2018, que moi j'en ai entendu parler la première fois, qu'ils veulent avoir une diversification de leur économie. Ils veulent avoir des gros shows en Arabie Saoudite, etc. Puis ils ont commencé avec le foot. Alors, je pense, Ronaldo, il joue dans une ligue en Arabie Saoudite. Le golf, le gros joueur. Puis la boxe en est un des sports aussi qui est euh, euh, dans lequel ils investissent. Puis on en a bénéficié énormément parce que plusieurs grands combats qui arrivent aujourd'hui, tels Canelo Crawford, ça serait très difficile de pouvoir euh, euh, mettre tout en place pour que ce combat-là arrive. Alors, ils ont le capital pour pouvoir le faire. Turquie, Al Sheikh, lui, il a l'amour pour la boxe aussi. Donc lui, c'est le numéro 2, c'est ça? Oui, OK. exactement. Et alors, il est responsable vraiment de ramener beaucoup du sport, du spectacle, de la télévision, de la comédie, etc. Et on en a bénéficié parce qu'il recherche des athlètes qui sont capables de donner de grandes performances, qui des fois sont moins connus. Alors, il nous a donné la chance avec plusieurs de nos athlètes, puis voilà. Incroyable. Et ça, par exemple, tu as parlé donc de Las Vegas. Est-ce qu'il y aura des shows bientôt qui vont être, en Arabie Saoudite ou il y en a déjà? Oui, oui, il y en a eu plusieurs. À Riyad, en fait, la première fois, nous, on a été invités à Riyad depuis 2 ans, je pense, 2 ans et demi, avec deux de nos athlètes, Arslanbek Makhmoudov, puis Simon Kin. Au début, c'était des galas de poids lourds. Puis, bon, on a gagné certains combats, perdu certains combats, mais ils font minimum 3 4 galas de très grande envergure chaque année dans ce qu'ils appellent le Riyadh Season. Alors, honnêtement, c'est magnifique parce que ça m'a aidé à découvrir l'Arabie Saoudite. J'étais très, très, très impressionné. J'ai été, mes meilleures vacances à vie, je les ai fait en Arabie Saoudite, dans une région qui s'appelle Aloula, un désert incroyable. Puis la mer Rouge avec Shebara. Alors, si vous voulez faire de belles vacances, c'est la place à y aller. Je fais un plat pour nos amis. C'est incroyable parce que dans le dernier podcast, on a eu, Dan Fortin, du Cirque du Soleil et on a parlé des shows, on a parlé des spectacles et il disait que l'Arabie Saoudite, ils sont en train de racheter les plus grandes compagnies de spectacles au monde. Là, dans l'univers de la boxe, on voit que c'est quelque chose qu'ils veulent faire aussi. En fait, que ce soit, le domaine artistique, que ce soit le domaine sportif, tu sens que c'est un pays qui est en pleine expansion et comme tu le dis, à travers, un projet sur, 2030, on va voir, jusqu'où ils vont arriver, mais tu as un engouement et le truc aussi, c'est que pour tous ces différents domaines, tu as la notion d'argent qui est C indispensable. c'est sûr qu'ils ont contribué à beaucoup de sports, ils ont contribué à beaucoup d'athlètes, ils ont contribué pour la boxe, c'était tellement positif parce qu'il y a eu plusieurs combats qu'on n'aurait jamais pu faire. Par exemple, Tyson Fury qui a boxé contre, le champion actuel, 2 fois, avec des bourses de 150 millions ou plus à chacun des boxeurs. C'est énorme. Comment tu Tu peux comment pas c'est compétitionner, ouais, tu peux pas, exactement. ouais. On va faire un petit jeu, rapidement. Là, on a parlé de l'univers. Je pense qu'on a pas mal expliqué, les différentes, divisions, enfin les différentes organisations, les différents, niveaux du poids, comment ça marche, les différentes catégories. Hem, Fédération et division, enfin, oui. pardon, fédération et division. J'aimerais venir sur des questions un peu générales que la plupart des gens, on va dire le commun des mortels, vont connaître sur la boxe, les grands noms, ta vision à toi là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des petites questions entre 2 options. Tu réponds à ce qui pour toi fait le plus de sens et en une ou 2 phrases, nous expliquer pourquoi tu penses comme ça et c'est quoi ton avis là-dessus? OK, let's go. Mohamed Ali, Mike Tyson, les 2 figures, il y en a d'autres aussi, mais ça fait partie des 2 plus grandes figures. Pour toi, lequel est numéro un? Sans aucun doute, Mohamed Ali. Pourquoi? Bon, c'est le timing, c'est la position qu'il a pris contre la guerre, il a dépassé son sport. Tyson l'a fait aussi, mais plus sur le côté athlétique, puis l'intrigue sur cet individu tellement spécial. Mohamed Ali, c'était, je pense pas qu'il y ait eu un athlète dans le sport professionnel qui a eu un impact aussi majeur sur la culture, sur la mentalité d'un peuple et le globe entier, en fait. Entre, un KO et une décision technique, tu prends laquelle? KO, Tout le 100%. temps? C'est question de vente. C'est une question de vente. C'est sûr que de voir de la belle boxe, quelqu'un qui sait se protéger et contre-attaquer, c'est très, très beau. Mais
c'est un spectacle, comme on l'a dit plus tôt. Ou entre, si tu dois organiser un gala, si tu as le choix entre Montréal, qui est la maison mère que tu connais bien, et Las Vegas, Hem, Écoute, objectivement, Las Vegas, c'est très spécial. C'est très spécial pour la boxe. Sauf que je peux te dire quelque chose. Je suis très heureux que tu aies demandé cette question. Parce qu'à Montréal, tu arrives pour un gala de boxe à 19h. Alors, les portes s'ouvrent à 18h30. 19h, c'est le premier combat. Souvent, tu as minimum la moitié du stade qui est plein. À Vegas, le stade, il est vide jusqu'à la finale. Alors, Montréal, c'est une vraie ville de boxe, de connaisseurs de boxe. Alors, honnêtement, je te dis Montréal. mais c'est terrible pour les boxeurs de devoir boxer dans les premiers combats et d'avoir personne qui J'étais regarde. sous un choc. Écoute, on faisait la demi-finale avec David Lemieux. Canelo faisait la finale contre Amir Khan. Alors, une très grande vedette britannique contre Canelo. Et on faisait la demi-finale avec David contre en fait, un Américain de New Jersey, dont j'oublie le nom. La salle avait même pas 10 ou 15% des sièges remplis. J'étais sous le choc, je comprenais pas. J'ai dit: «Mais écoute, il y a personne». On a fini le combat, 15 minutes plus tard, les sièges étaient pleins. Alors ce que les gens aiment faire, ils vont au casino, ils jouent, ils boivent, c'est Et ils y vont entertainment, que pour la ils y vont finale? pour la finale. Ouais, OK. Donc Montréal, pour toi. 100%. Tu préfères avoir, en tant que promoteur, un jeune prospect avec beaucoup de talent ou une vieille légende un peu sur la fin? À 100% le prospect. C'est le développement d'un prospect, c'est tellement intéressant, c'est tellement, passionnant de voir comment l'humain va agir, psychologiquement, physiquement, à travers de non seulement les combats, mais tu sais, le plus dur pour un boxeur, c'est le camp d'entraînement. Pour faire un combat de 10 rounds, tu dois faire un minimum de 100 rounds de sparring. 100 rounds de sparring. Alors tu te bats 100 fois, 3 minutes pour le combat de 10 rounds. En termes d'intensité? Ah non, non, tu fais 100 rounds de boxe. Alors, à travers, disons, ton écran d'entraînement de 2 mois, tu commences à faire des 4 rounds contre des sparring partners, des 6, des 8, des 10. Tu montes jusqu'à 10, puis après ça, tu les descends un peu pour avoir un peu plus d'énergie pour le combat. Alors, c'est littéralement 100 rounds de combat pour un combat de 10 rounds. Une question peut-être un peu personnelle et qui sort un petit peu du jeu, mais quand tu as quelqu'un qui devient champion du monde, comme tu as eu avec David Lemieux ou même Mbili, en tant que promoteur ou même agent, tu les as vus grandir, tu as vu les doutes, tu as vu les défaites, tu as vu les bons côtés. C'est quoi le sentiment que tu dois avoir quand il y a un chaos? Tu dois être comme un père avec un fils. Comment tu ressens cette Quand émotion-là? on gagne, Ouais, ou ouais. sur, bah, quand tu gagnes généralement, mais même quand et surtout quand c'est important et que c'est un champion du monde ou un truc majeur. Écoute, c'est un feeling très, très difficile à décrire. C'est une grande fierté, tu le sens. C'est arriver à l'objectif final à travers des blessures, à travers des doutes, comme tu as dit, à travers de... Tu sais, la chose que je veux pas voir, c'est quand mon boxeur essaie de faire le poids. Alors, David, il boxait à 160 livres. Il est devenu champion du monde à 160 livres. Mais des fois, il devait perdre un 15 livres en 3 4 jours d'eau, souvent. Il mange pas, il est faible, il court, il fait du shadow boxing, il souffre d'une façon incroyable pour faire ses 15 livres. Des fois, il doit faire un peu de sauna aussi. Alors, c'est pas nécessairement la meilleure chose pour le corps, mais c'est ça la boxe professionnelle. Souvent, les boxeurs font ça. Alors, de passer à travers tous ces épreuves-là et avoir la ceinture et gagner, il y a pas un meilleur feeling au monde. Si tu avais eu le choix de coacher entre Mayweather et Pacquiao, tu aurais pris lequel? Mmh, de coacher. Bonne question. J'aime les 2. Les 2 sont intenses. Floyd, est un perfectionniste, je te dirais Floyd. Floyd, OK. Ouais. Le KO le plus spectaculaire pour toi, de tous les combats de tous les temps, celui que tu as vu qui t'a dit: «C'est celui-là, le plus fou, là». Heu, Tu sais, c'est dur parce que je peux te dire qu'est-ce que j'ai vu en personne. Je me rappelle d'un combat entre David Lemieux et Curtis Stevens à Verona, à New York. Curtis Stevens avait, fait, tu sais, un GoFundMe pour la facture de l'hôpital de David Lemieux. Alors, il avait prédit qu'il va l'envoyer à l'hôpital et C'était du marketing non, non, c'était vraiment et il a vraiment fait? il l'aimait vraiment, vraiment pas. Il a fait ce GoFundMe pour David. Puis, David a été tellement il était, insulté.
Il m'a dit: «Camille, je vais lui faire très, très, très mal ce gars-là». Alors dans les entrevues, il fallait retenir parce qu'il disait des choses à HBO qui sont vraiment pas, politically correct. Puis en fin de compte, c'est ce qui est arrivé pendant le combat. Il l'a mis KO. Il était éteint complètement. Écoute, il y a des gens qui ont pensé qu'il était mort. C'était triste parce que sa mère était juste à côté. Et si vous allez voir le highlight de Le Mieux contre Stevens, vous allez comprendre. C'est le KO le plus épeurant que j'ai vu de ma vie et le plus Et spectaculaire. tu étais à côté du ring? Oui, ouais, Waouh! ouais. OK. Si tu as le choix entre un style offensif, défensif, on en a parlé un peu tantôt, tu prendrais lequel? Offensif. Offensif? Ouais. Je signe seulement des boxeurs offensifs. Je dois je dois avouer qu'on veut qu'ils savent se défendre, Bien puis sûr. pour gagner, il faut mais pour le spectacle, ça prend des boxeurs offensifs. Si tu devais mettre ton argent sur un boxeur entre Prime Tyson et Prime Fury, tu aurais mis sur qui? Prime Tyson, Ouais, ouais, ouais. quand il était intouchable? C'était pour toi, Ben, ça a il été il l était touchable, mais c'était tellement, une puissance, hem, non seulement physique, psychologiquement, je pense que Tyson battait ses adversaires avant qu'ils arrivent dans le ring. petite question, on change, on part au Mexique. Le roi du Mexique pour toi, entre, Canelo et Chavez, tu prends qui? Tu me mets dans une situation C'est difficile. l'objectif, C'est c'est une l'objectif. Je te dirais Canelo. Canelo a vraiment, il est sous-estimé dans ce qu'il a apporté à la boxe et comme boxeur. Parce que j'ai connu moi, j'ai, rencontré Canelo à mes tout débuts dans la boxe. C'était une convention à Cancun, ça, je te dis en 2010 et il était un jeune, qui avait du potentiel. Mais en le rencontrant, j'ai réalisé à quel point ce gars-là, il est fier et sérieux. Je me suis dit: «Il va aller très loin». Puis clairement, aujourd'hui, Il l'a c'est la prouvé, hein. face de la boxe. Bah, j'avais une question, c'est qui la face de la boxe moderne pour toi? Certainement Canelo. Canelo Canelo. aujourd'hui, puis on planifie de lui ravir, cela avec Christian Mbili. On espère, on espère. Dernière question, le combat auquel tu aurais aimé assister? De légende, peu importe la période. Mohamed Ali contre George Foreman, Zahir. Tu aurais aimé être présent à celui-là? Ouais, c'est sûr que Pourquoi? j'étais pas né, mais écoute, c'était tellement, il y avait tellement, tellement, tellement de choses aux alentours de ce combat-là. Heu, Puis je pense que c'était le combat le plus vu, dans la boxe, dans le sport professionnel de la boxe à travers, des années. C'est le combat qui a eu le plus de buzz à travers, la planète entière. On va faire la deuxième partie du podcast. J'aimerais te parler un petit peu, du processus de recrutement, parce que là, on a parlé de différentes organisations, l'univers de la boxe, les galas et cetera. Du point A, du premier, on va dire la première étape aujourd'hui, quand tu vas commencer à agrandir l'écurie, déjà, tu as mentionné que vous étiez 25 boxeurs, c'est ça? Est-ce que chaque année, tu as des places qui se libèrent? Est-ce que vous avez un nombre de boxeurs que vous essayez de recruter chaque année? Comment ça marche? Je pense que c'est le chiffre qu'on veut, le 25. Maintenant, si on trouve un talent extraordinaire qu'on peut pas, passer à côté, on le signe. Mais d'habitude, par année, tu as 2 ou 3 carrières qui entament et 3 carrières qui finissent. Alors, on essaie maintenant de rester aux alentours de 25 boxeurs. Comment on les recrute? À travers de la boxe amateur. On regarde beaucoup, beaucoup de combats de la boxe amateur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de le faire à cause de la technologie. Alors, la plupart des compétitions ont de la visibilité, sur le web. Alors, c'est Et là, c'est quoi? Tu contactes le boxeur, tu lui dis: «J'aimerais t'avoir dans notre écurie». non, non, pour, être franc avec toi, on a des éclaireurs qui sont souvent sur place, qui sont impliqués d'une certaine façon dans les équipes, olympiques de certains pays, qui font le travail pour nous à travers de Mark Ramsey. Mark Ramsey, il a la réputation la plus solide. En fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise, moi, pour l'organisation de Eye of the Tiger, c'était engager Mark Ramsey d'une façon exclusive. C'est un coach de boxe, de très grand renom qui a accompli beaucoup, qui a appris, avec ses boxeurs en grandissant, passionné, focus, là-dessus et lui, il a un réseau de contacts assez, complexe, dans lequel on pige. Là, il y a toi au Canada, tu es rendu la plus grosse écurie de boxe. Il y en a d'autres qui sont plus grosses aux États-Unis que tu essaies de rattraper. C'est quoi les autres grands noms, qui sont, on va dire, proches de toi? Les plus grands, c'est Top Rank, Matchroom, il y a aussi, Frank Warren avec ses compagnies, en Angleterre, il y a peut-être 4 ou 5, je te dirais, qui sont plus grosses que nous
et on n'est pas loin derrière. Maintenant, si tu regardes, et là, j'essaie de parler objectivement parce que c'est ma compagnie, mais si tu regardes vraiment du côté talent pur, les top 20 boxeurs dans n'importe quelle compagnie, je pense qu'on rivalise avec les meilleurs. Sinon, moi, je vois qu'on va dépasser plusieurs très bientôt. Il s'agit juste de gagner les combats, ou bien qu'on ait les combats, la chance de gagner ces combats-là. Alors, on est très bien établi. Puis tu as aussi la notion qu'eux aussi cherchent des nouveaux talents. Donc tu es un peu en compétition avec eux. Comment tu vas scouter le nouveau? Tu as des éclaireurs, c'est difficile. Puis mettons, une nouvelle superstar. Il a tendance peut-être à aller, pas forcément, mais avec le truc le plus connu ou celui qui vont lui faire le plus de promesses. Écoute, je vais être très transparent avec toi. Tu sais, si tu es un boxeur américain de très grand talent, tu veux signer avec une équipe américaine, clairement. Alors, on est moins porté à pouvoir compétitionner pour un talent américain avec Top Rank ou Golden Boy de ce monde. Dernièrement, on a essayé de signer un talent américain qui est très bon, qu'on voyait dans notre soupe. Fin de compte, il a choisi de signer avec MVP. Euh, bon, on a perdu cette bataille-là. Il y en a un autre talent qu'on voulait, que je ne peux pas nommer tout de suite, mais dans un pays de l'Amérique latine. Lui était courtoisé par tout le monde. Il a choisi de signer avec nous parce qu'il a vu ce qu'on a pu faire avec les Christian Mbili qui ne provient pas ici, les Imam Katayev qui vient de boxer, c'était un gars de la Tchétchénie qui vient de boxer contre David Morel. On a été volé, mais il a battu à Morel dans un très grand show à New York. Ils ont vu ce qu'on a fait avec Osles Iglesias, qui, d'après moi, est la prochaine super vedette de la boxe professionnelle, un gars du Cuba. Alors, ce qu'on a au Québec, on a eu une chance de pouvoir, tu sais, dans l'histoire, on peut parler de Lucien Boutet, que lui aussi était un immigrant qui a été adopté par les Québécois et le Québec, devenu une super vedette. Alors, on peut faire ça. Alors, c'est devenu un peu, pas parce qu'on voulait ça, mais le talent international avec nous versus le talent américain avec les Américains. Et est-ce que tu prends des fois parce que bon, ça a beaucoup évolué entre tes premiers boxeurs, je pense, et aujourd'hui, vu que tu as beaucoup plus de monde, tu es beaucoup plus sélectif peut-être aussi parce que tu as déjà une très grande qualité de boxeur. Est-ce que tu prends quand même des athlètes, des fois, qui sont déjà connus, qui sont comme en descente ou que tu essaies de relancer ou c'est que des nouveaux jeunes? On se fait approcher beaucoup maintenant de par la crédibilité qu'on a établie. On a plusieurs champions, on a établi certaines carrières, comme tu as dit, du début jusqu'à l'éclosion. Euh, on se fait approcher souvent. On a toujours tendance à vouloir prendre un jeune qui est en début de carrière versus une carrière qui est déjà entamée. Mais on dit jamais non au bon athlète. Pour moi, ce que je recherche beaucoup plus, c'est le feu sacré dans l'individu, le sérieux de l'individu et de son équipe. Parce que quand tu recrutes un boxeur, ça vient avec un coach souvent, ça vient avec des gens qui sont aux alentours. On préfère avoir un boxeur qu'on va pouvoir vraiment diriger dès les débuts pour établir les bonnes habitudes de travail. Au niveau quand tu trouves un boxeur, un jeune prometteur, ça peut être une pépite, ça peut être quelqu'un qui vient de différents donc comme tu as dit à l'international principalement. C'est quoi les premières étapes? Une fois qu'il a signé, qu'il devient officiellement, dans ton écurie, il y a de l'entraînement, il y a du coaching, Il y a un visa. un visa aussi parce qu'il est obligé de venir donc au Canada, d'être avec vous tout le temps, de Ben, certains peuvent vivre ailleurs, puis s'ils sont bien établis avec des équipes. Mais je te donne un exemple, c'est un jeune qui s'appelle John Orobio. Puis j'invite les gens à prendre vraiment note de ce nom-là parce qu'il va être une super vedette. C'est rare que je dis ça, mais Iglesias, Osles Iglesias, un Cubain, et le Colombien John Orobio. John a été repéré par Marc dans une compétition amateur. Il était plus jeune que tous les autres, puis il les battait. On a fait beaucoup digging un peu, hein, comment on dit en français. On a fait beaucoup de recherches pour savoir d'où est-ce qu'il provient, c'est quoi. Puis ce jeune était très, très, très pauvre. Il avait le don d'être un excellent combattant. Et on voyait que si on l'encadrait, ben, il peut devenir très spécial. Alors lui, on a voulu qu'il déménage, qu'il soit avec nous, qu'il full soit time. soudé. C'est ça. Alors, et aujourd'hui, il est reconnu, il a été signé par The Ring Magazine comme un ambassadeur de Ring Magazine, ce qui est la propriété de Turki Al-Sheikh, parce qu'il voit dans lui Le le potentiel. potentiel et le futur. Euh, on a aussi un jeune comme Wilkins Mathieu. C'est très intéressant comme histoire. Wilkins, il avait 15 ans quand on a parlé qu'il déménage à Montréal. Il m'a dit, écoute, moi, je veux avoir du sparring de haute qualité. Il habitait à Québec. Il a dit, il a déménagé à Montréal, on l'a aidé
à l'âge de 15 ans. Il habitait seul pour sa carrière, déjà. Aujourd'hui, il a 21 ans. Il va boxer. Il va être le plus jeune, s'il gagne, champion de la NABF et de la WBC Continental de l'histoire. Ce qui est très, très particulier dans son cas, c'est que son frère aîné, Lexon, il s'appelle, lui aussi est devenu champion de la NABF. Une très belle histoire, je vais te la raconter. Lexon me dit, Camille, je prends ma retraite. Il était très jeune. C'était pendant la COVID. Il avait quel âge? 22 ans. Il prend sa retraite. Prend sa retraite. Puis il était déjà une vedette au Québec. Vraiment, les gens prenaient très, très, très bonne note de quand est-ce que Lexon va boxer. Et plus que les fans de boxe. Il était très, il paraît très bien. Il a l'air d'un Muhammad Ali jeune. Euh, et grosse puissance, beaucoup, beaucoup de charisme. Et il prend sa retraite. Je dis pourquoi? Il me dit, Camille, la boxe, pour moi, c'était une façon de faire de l'argent. Et là, j'ai investi dans le Bitcoin. Il avait investi à très bas prix dans le Bitcoin. Puis il était rendu multimillionnaire. Il m'a dit, je ne fais plus la boxe pour les bonnes raisons. Euh, je quitte la boxe. La boxe peut te faire mal si tu n'es pas là-dedans de plein gré, c'est ça. Il m'a dit, mais je te promets que mon frère est beaucoup mieux que moi et il va remplacer. Alors, tu ne perds pas ton investissement. Alors, puis voilà, son frère Wilkins il va boxer le 30 octobre. On vient d'annoncer le combat. En fait, je pense qu'on va l'annoncer demain officiellement. Puis, il va boxer pour le même titre que Lexon avait gagné et le devenir encore le plus jeune, battre le record de son frère. Alors, Lexon a tenu parole et une très belle histoire. Mais ça, c'est un talent purement québécois. Clairement, économiquement parlant, un gars qui provient du Québec, Montréal ou Québec, va être beaucoup plus une attraction pour les fans québécois qu'un gars qui arrive, qui n'ont pas vraiment connu. Alors, il peut devenir une vedette beaucoup plus rapidement, ce qui est très intéressant pour nous. Puis il y a cette notion quand même de montée en puissance, de storytelling. Quand tu vois, des fois, tu peux avoir quelqu'un de très précieux, très fort, mais il faut faire attention au premier combat parce que tu veux pas non plus peut-être le mettre trop vite sur C'est quelqu'un de trop sûr. compliqué. Comment tu choisis les premiers combats? Oui, on veut toujours un challenge. Tu sais, on veut, c'est sûr qu'on ne veut pas les mettre dans des combats où ils peuvent perdre au début d'une carrière. Hein. Ils peuvent toujours perdre, c'est un coup de poing qui peut tout changer, mais on veut qu'ils soient le favori. Et on veut, alors je t'explique, disons que tu es boxeur, tu commences avec nous, professionnel, tu as beaucoup de talent, on veut te développer. Alors, on veut te chercher des boxeurs qui sont droitiers, gauchers, offensifs, défensifs, grands, petits, rapides, pas rapides, bons contre-attaquants. Alors, on regarde tous les styles qu'on peut et te les exposer dans un combat. Mais le combat et où tu vas performer dans un combat, c'est que tu aurais fait un camp d'entraînement pour te préparer pour ce type d'adversaire. Comme ça, en montant, tu aurais eu le plus d'expérience possible. Et à travers de cela, on aurait travaillé sur tes forces à toi. Et c'est comme ça qu'on développe athlétiquement le boxeur. Côté, bon, économiquement, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut te rendre connu, populaire, aimé. Alors, on veut raconter ton histoire, on veut sortir ta personnalité, on veut sortir ce que tu peux amener. Tu peux aller bien, on veut s'assurer que beaucoup de femmes regardent tes combats. Ils vont venir. David Lemieux, c'est une statistique qu'on a, il y avait 20% plus de femmes pour les combats de David Lemieux que d'habitude. Il paraissait bien. Euh, alors, on veut planifier une carrière pour chercher tes atouts et les mettre en vue le plus possible. Puis le but, c'est donc, encore une fois, dans l'histoire de storytelling, raconter d'où il vient, que Oui, les gens s'attachent, parce que plus les gens s'attachent, plus tu as envie de le voir gagner. 100%. Puis dans les différents types de combats, est-ce que des fois tu peux les faire changer de catégorie, de poids, un petit peu Oui, ou oui, pas? absolument, oui. Souvent, tu sais, la chose la plus difficile pour un boxeur professionnel, c'est de faire le poids. Et en grandissant, tu sais, plus de muscles, en ayant la maturité physique, ça devient de plus en plus, on devient plus pesant aussi. Alors, des fois, il faut. Écoute, il y a une bonne histoire là-dedans. Christian Ebili, il boxait à 160 livres. Moreno Fendero aussi, c'est un boxeur français qui a autant de potentiel que Christian. Même histoire, 160. On voyait qu'ils arrivaient au combat, puis ils sont moins performants qu'ils l'étaient pendant le camp d'entraînement. Et souvent, c'était dû au fait qu'ils perdaient trop de poids. C'était des gars ultra musclés que ils n'étaient pas capables de performer tant qu'ils sont supposés le faire. Alors, on a pris la décision de monter de division de poids à 168 versus 160. Et tout d'un coup,
on a revu toute la puissance, toute l'énergie qu'il devait avoir dans un combat. Alors oui, c'est quelque chose qu'il faut regarder très étroitement. Puis il faut ajuster aussi peut-être des fois, comme tu dis, le gars il part dans une catégorie, puis tu te rends compte que c'est pas forcément la bonne catégorie pour lui parce qu'il est moins explosif, moins fort. Et est-ce que la catégorie poids lourd reste pour toi toujours quand même le symbole maximum? Parce que Canelo, c'est une autre catégorie. Mayweather, c'était aussi une autre catégorie. Les poids lourds aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était surtout les poids lourds qui étaient le combat le plus spectaculaire, le plus fort. Tu penses quoi par rapport à ça aujourd'hui? C'est la division reine, toujours, de la boxe professionnelle. C'est que, tu sais, si tu regardes les humains en général, la plupart des humains aujourd'hui, si tu es pour être boxeur, boxerait dans la division des 147 livres. Alors, c'est là forcément il y a le plus de talent. Alors, la division des 147 livres a toujours été une très, très bonne division, très populaire parce que les meilleurs livre pour livre étaient dans cette catégorie-là. C'est juste une question de mathématiques. Tu as plus de probabilité d'avoir plus de talent, tu as plus de monde là-dedans. Alors, les 3 divisions qui ont toujours été les plus populaires dans la boxe professionnelle, c'était les 147, 160 et les poids lourds. Maintenant, ça a changé un peu. Tu sais, l'humain évolue, on devient de plus en plus grand. Alors, ce n'est plus les 160, c'est rendu les 168. Il y a le plus de monde. Le plus de stars, de vedettes, parce que oui, il y a plus de monde et c'est les poids moyens et super moyens sont les boxeurs qui ont le plus en fait, qui ont la vitesse des petits et la puissance des plus grands, hein, comme poids. Alors ça devient une catégorie très, très spectaculaire. Pour toi, c'est ça, ce que j'allais dire. Pour toi, c'est le plus spectaculaire et les poids lourds, des fois, c'est plus lent. C'est impressionnant quand il y a un KO, Non, mais c'est c qu'il y a moins de talents, de disponibles. Alors il y a moins de gars qui sont 6 pieds 5, 275 livres qui savent boxer. Tu sais? Aux États-Unis, la boxe a souffert un peu parce que la plupart des gars qui sont de ce poids-là, ben, ils se tournent vers le football américain. C'est le sport le plus populaire maintenant. Alors, heu, si le football américain aurait pas été là, peut-être qu'on aurait eu plus de boxeurs poids lourds qui sont très, très bons. Mais aujourd'hui, on a, une abondance quand même de poids lourds qui sont très talentueux, avec l'éclosion de Usyk dans les dernières années, qui lui était cruiserweight, il était champion dans la division des cruiserweight, il était devenu, incontesté. Il a monté de poids. Aujourd'hui, il est incontesté poids lourd, c'est c'est juste en toute une dessous, hein, vedette. cruiserweight, c'est C'est juste en ça, dessous de poids lourd? OK. exactement. C'était la catégorie de 200 livres et moins. Heu Tandis qu'aujourd'hui, tu sais, c'est rare de voir un Usyk qui fait 6 pieds 3, 230 livres gagner contre des monstres de 6 pieds 6, 6 pieds 7, 275, 280 livres. Mais lui, il a tout ce qu'il faut pour gagner, puis c'est très impressionnant. Tu as vu dans ta carrière sûrement des victoires, des échecs. Moi, je me suis toujours posé la question parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on regarde des combattants, hem, ils ont toujours plein de victoires, très peu de défaites, voire zéro, ce qui fait leur prime et ce qui fait qu'ils sont, que les gens ont envie de le voir parce que tu te dis: «Est-ce qu'il va continuer à gagner?» Il se passe quoi quand le boxeur, il perd? Est-ce que sa carrière est finie? C'est compliqué, Oui, non? auparavant, c'était beaucoup plus, regardez, avoir un zéro comme défaite. Maintenant, c'est moins pertinent, je te dis, c'est moins pertinent. On entend que c'est pas 2, 3, 4 défaites de suite où les gens croient plus en toi. C'est assez fini, là. C'est ça. C'est juste une question, est-ce que les fans vont croire que tu peux être, un champion, vraiment, de très grand calibre? Si les gens veulent voir des winners, tu sais, ils veulent voir des gagnants. Heu, c'est ce qui rend le sport, excitant. C'est ce qu'ils veulent supporter, un gagnant et non pas un perdant. Alors, 1 défaite, 2 défaites, ça passe des fois aujourd'hui. Dans le passé, c'était beaucoup plus dur, mais je pense que les gens réalisent que une défaite contre un gars qui est meilleur que toi aujourd'hui, c'est pas la fin du monde si tu peux surmonter et puis revenir. Puis je pense que ça dépend aussi de comment s'est passé le combat. Des fois, si tu perds, mettons, au point et que ça s'est joué à pas grand-chose, c'est une défaite, mais c'est moins grave qu'un KO deuxième round, quoi, non? Tu sais, dans mon expérience, ce qui est le plus impardonnable pour un athlète, c'est quand les fans, réalisent que tu es seul, tu pas vraiment un travaillant. Si tu pas un gars qui est sérieux par rapport à ton sport, ils vont pas croire en Tu toi. livres pas la C'est ça, marchandise, c'est c'est ça. OK. Puis c'est souvent pour des bonnes raisons. Tu sais, si la personne ne performe pas, c'est que il n'y a pas de hasard. Ils ont mérité de gagner, ils ont mérité de perdre souvent, là. C'est vraiment dans les habitudes de travail. Puis tout à l'heure, tu parlais quand tu as un boxeur qui monte en puissance, tu lui fais faire des combats contre différents styles et tout ça. Je me suis toujours posé la question, les autres combattants qui, eux, clairement, sont là pour, faire des combats, mais ils savent un peu qu'ils viennent presque pour perdre, non? Parce que enfin, c'est compliqué pour eux parce que c'est quand même des athlètes, ils ont quand même leur carrière.
C'est des gens qui ont perdu déjà, je suppose, parce que si c'est le prime prime ou le meilleur, bah, il est champion et donc tu l'auras à la fin. Donc c'est des gens qui continuent à boxer avec un score moyen. Comment ça se passe pour eux? Regarde, il y a certains boxeurs qui ont perdu, qui croient toujours en leur chance de devenir champion un jour. Mais c'est clair que, psychologiquement parlant, pour un humain, quand tu as perdu et accepté la défaite une fois, tu vas l'accepter un peu plus facilement la deuxième fois. Tandis que quand tu as jamais perdu, puis tu tiens à jamais perdre, ben, tu as un peu plus de volonté. Alors, c'est une question, d'accepter une défaite et de la volonté de gagner, qui change souvent avec une défaite. Certains boxeurs savent qu'ils ne seraient jamais champions du monde, mais qu'ils veulent se battre, qu'ils sont capables de battre n'importe qui un jour. D'autres qui sont, des, faire-valoir, et ça, on n'en veut pas beaucoup. On veut pas parce que tu sais, moi, quand je donne un combat à mon boxeur, j'ai investi de l'argent. Alors je dois payer mon boxeur, l'autre boxeur, tous les voyages de l'équipe de l'autre boxeur, les hôtels, la bouffe, bla bla. C'est des milliers de dollars qui sont investis et je veux m'assurer que c'est une expérience valorisante pour mon boxeur, non seulement pour aller chercher une victoire sur sa fiche, mais vraiment avoir appris quelque chose. C'est la stratégie qu'on préconise chez Eye of the Tiger, de vraiment investir et non pas aller acheter des victoires. Je comprends. Parce qu'il y a aussi cette notion, bon, ça, le monde de la boxe a été quand même pendant longtemps assez obscur. Il y a eu des combats, comment ça a été arrangé. Enfin, c'est quand même un milieu assez difficile à comprendre, surtout de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus réglementé. Mais est-ce que tu as quand même encore des fois, dans d'autres écuries ou peu importe, des combats où tu sais que c'est un peu, il va gagner facilement ou comment tu arrives à éviter ça aussi? De moins en moins, mais tu sais, il y a certaines organisations qui vont dire: «Écoute, moi, je veux monter la fiche de mon boxeur, la mettre à 30-0, puis là, une fois qu'il est 30-0, ben, c'est impressionnant, ben, on va le mettre dans un combat, puis on va faire de l'argent». Heu, c'est pas quelque chose qu'on préconise ou bien qu'on pense peut même rapporter financièrement, plus aujourd'hui, en tout cas. Puis au niveau monétaire, juste sans rentrer dans les grands chiffres et tout, là, comme tu dis, chaque combat est un investissement. Tu payes aussi les boxeurs quand ils deviennent entre guillemets «dans l'écurie» avec toi? Est-ce qu'ils ont comme un salaire? Est-ce qu'ils sont payés qu'au Nous combat? Comment ça nous marche? nous, on travaille d'une certaine façon à ce que, heu, on veut s'assurer que les boxeurs ont un certain revenu qui rentre d'une façon régulière pour pouvoir subvenir à ses besoins. Puis ne pas, mettre son énergie ailleurs. On veut que son énergie soit vraiment dans sa carrière de boxe et sans pouvoir s'entraîner et y mettre toutes ses énergies. Maintenant, ce qu'on ne veut pas faire non plus, c'est rendre le gars trop, confortable non plus. Parce que là, il y a plus la volonté de vaincre des fois parce que c'est une question de vie ou de mort souvent, hein. Jack Dempsey a dit: «Quand tu as faim, tu comprends pas à quel point la faim va te donner une victoire. Quand tu as faim, puis tu tombes, tu dois te remettre debout parce que tu veux acheter du pain le lendemain». C'est ce qu'a dit Jack Dempsey. C'est un des meilleurs boxeurs poids lourds de l'histoire qui a existé. Alors, la motivation humaine est la chose pour moi la plus importante. Puis tu l'as vécu avec le boxeur qui a gagné de l'argent avec, les bitcoins et qui s'est rendu compte qu'au final, il faisait plus ça pour les bonnes raisons et il s'est arrêté. Voilà. Et tu écoutes, même Berman, c'était pas une question d'argent. Berman me dit: «Camille, si moi je gagne le titre de champion du monde, je peux mourir le lendemain. Je m'en fous de tout. C'est tout ce que je veux dans la vie». Et je l'ai cru. Puis on a cru, moi et lui, on était les seuls à croire qu'il peut devenir champion du monde, vraiment. Parce qu'il y a eu un combat nul contre un pas bon, il y a eu une défaite, il était pas le plus grand, il faisait 6 pieds 2, il était grassouillet un peu des fois. Puis quand il a gagné, il a arrêté de s'entraîner, malheureusement. Et après ça a été le déclin? C'est même s'il voulait, tu sais, je sais qu'il y avait les meilleures intentions, mais subconsciemment, il a atteint son objectif. C'était fini. Et toi, en tant que promoteur et en tant que propriétaire d'écurie, c'est à partir de quand que ça commence à être rentable? Parce que je sais que c'est beaucoup d'investissement. Ça peut être pendant des années, des fois, pas forcément rentable. Est-ce que c'est que quand tu as un champion du monde que vraiment ça commence à Non, exploser non. ou? Tu sais, avec, une carrière comme celle de David Lemieux, par exemple, même s'il était pas champion du monde, il était toujours invité à boxer sur HBO. Il a boxé sur HBO, sur Showtime, je pense une fois de sa carrière aussi. Puis, la télé c'est payant quand tu commences à être voulu par la télé, américaine, souvent, ou bien aujourd'hui c'est DAZN, c'est des combats payants. Tu fais de l'argent. C'est vraiment une question, en fait, de popularité. C'est pour ça que créer l'image, que les gens ont envie de le voir, c'est presque plus important que la fiche technique. C'est 100. C'est que, est-ce que les gens veulent te voir performer? C'est un spectacle. C'est là que ça devient payant.
Et tu penses que, par exemple, parce qu'on est dans une société de plus en plus de divertissement avec les réseaux sociaux, avec tout ça, aujourd'hui, même là, on a parlé du catch tantôt, les gens sont plus fans d'un spectacle plutôt que, comme tu disais, les fans hardcore qui veulent voir la défense, les points touchés. Quand t'es pas un expert, c'est pas forcément facile de regarder ce genre de combat. Alors qu'un truc plus spectaculaire, même si c'est pas forcément super technique, ça touche plus de monde. Oui, mais regarde, il faut être réaliste. Pour moi, comme promoteur, je vends aux hardcore fans de la boxe en premier lieu et j'essaie de d'agrandir ce cercle-là pour aller chercher monsieur, madame, tout le monde qui sont des casual fans pour les happenings. Euh, les gens, que tu vois, Jake Paul contre Mike Tyson, c'était un happening beaucoup plus qu'un combat de boxe. Mais tous les yeux du monde entier étaient rivés là-dessus. Là, le prochain combat de Mbili, il est sur Netflix. J'ai vu. Donc là, n'importe quelle personne qui a un abonnement Netflix pourra le voir, un peu comme Oui, Tyson contre Jake Paul. exactement, Donc exactement. là, déjà, ça a une ampleur énorme parce que il y a des milliards de personnes qui vont, pas qui vont regarder le combat, mais qui sont sur Netflix. On s'attend à un minimum de 30-40 millions de personnes qui vont pouvoir C'est voir ce combat. incroyable. Alors, c'est beaucoup de eyeballs, puis c'est là qu'il faut saisir l'opportunité de briller de tous ces feux. Parce que là, si tu rates ça devant beaucoup de gens, tu dévalorises ton C'est double image. tranchant, hein. Si Ouais, tu bien sûr. performes pas, tu performes pas devant 40 millions de personnes aussi, là, ça joue des deux côtés. Puis là, il va falloir qu'il performe. C'est un gars qui carbure au défi et il a tellement hâte. Il est prêt, il est motivé. Oui, oui, il est très, très motivé, puis j'ai vraiment hâte de voir. Sauf qu'honnêtement, son adversaire, c'est le meilleur adversaire qu'on a vu dans la carrière de Christian jusqu'à présent, Lester Martinez. On a voulu le signer à Lester Martinez, il a signé avec d'autres. Alors, tu peux t'imaginer à quel point on pensait qu'il était bon pour vouloir le signer. Alors, si c'était pas pour la bourse, on n'aurait jamais pris ce combat-là à ce stade-ci. Mais avec des bourses comme ça, c'est de la boxe professionnelle, tu dis pas non. Alors, Christian, il va être prêt. C'est le plus gros challenge de sa vie là. Il va arriver la marchandise, je suis très confiant. On va finir le podcast. Je t'ai demandé d'apporter quelque chose. Généralement, je demande aux invités d'amener un objet, une photo, quelque chose qui les a marqués dans leur carrière. Tu m'as dit que tu avais quelque chose pour moi. Oui, tu sais, regarde, je sais pas si on voit dans la caméra ici, vous voyez le wrapping qui est toujours collé sur les gants. Ces gants-là nous ont donné un champion du monde en 2015 au Centre Bell. C'était pour moi l'accomplissement qui m'a donné le plus de joie, je peux dire, parce que Berman était mon premier champion du monde. Tu veux les mettre? Je ne sais pas si je mérite de mettre. Oui, 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 tu es champion aussi. Euh, alors, c'était bien parce que c'était le premier événement de combat de championnat du monde qu'on a promu nous-mêmes, qu'on était les promoteurs au Centre Bell. Puis David, il avait fait un spectacle contre une dame. Hassan Ndam est tombé 4 fois. Il s'est remis debout. C'était comme un zombie. Il n'était pas couchable. Il voulait pas lâcher là. Il était tellement dans une... Il portait ces gants-là. Oui, David portait ces gants-là. Oui. Il te les a donnés à la fin du combat. Comment ça s'est passé? C'est ça, oui. Oui. Souvent, tu dois amener deux paires. Alors, tu choisis une paire, puis tu dois donner la chance à ton adversaire d'avoir les mêmes gants que toi. Alors, des deux côtés, on fait le choix de la première paire, de la deuxième paire. C'était la première paire. Comment ça, je comprends pas d'avoir les mêmes gants que toi? Avant le combat, alors après la pesée d'habitude, les fédérations disent: «OK, amenez-nous les gants». Ça doit être des combats neufs toujours pour Réglementé. des champions. Oui, ils sont pesés et tout. C'est des 10-11. Alors la division des 160, c'est des 10-11. Au-dessus de 154, tu dois boxer avec des 10-11. En dessous, c'est des gants de 8-11. Alors nous, l'équipe de David devait chercher 2 paires de gants, heu, qu'on qu'on choisit un, puis qu'on doit donner un à l'adversaire pour choisir. Lui, ça se peut qu'il a la volonté de boxer avec des Grant aussi. Lui, je pense qu'il avait amené des Everlast. Il a boxé avec des Everlast, on avait boxé des... Mais il aurait pu choisir les Grant aussi, puis boxer avec, ou bien Rival, les meilleurs gants de boxe Est-ce que qui ça a sont reconnus. vraiment un impact, les gants? C'est une question d'habitude et de confort pour le boxeur, comment il se sent dans les mains. Puis oui, ça a un impact, c'est sûr que c'est ton outil de travail. Euh, Puis bon, c'est ça. Alors, il avait choisi cela, il a boxé avec cela. Le cuir, il y en a un peu moins là-dessus maintenant parce que c'est Hassan Ndam qui l'a mangé. Tu l'as mangé? Il a mangé des coups de poing. Ah, arrête.
et il Ouais. te les a donnés à la fin du combat. Est-ce que tu C'est ça. as d'autres, comme ça, de petits objets que tu as récupérés à Oui, travers toute ta oui, carrière? j'ai une photo de Roberto Duran. J'étais dans une convention, je pense que c'était au Mexique. Puis il est venu me voir, il dit: «Écoute, je vais prendre une photo avec toi pour que tu puisses la ramener chez toi». Il est très drôle. C'est un monsieur plein de vie, plein d'énergie. Puis c'est Hands of Stone. Hein, si vous ne connaissez pas son histoire, elle est très, très motivante. Allez la voir. Il y a des films qui ont été faits là-dessus. Je pense que Robert De Niro a fait un film sur sa vie. Est-ce que c'est Raging Bull? Non, non, non. Raging Bull, c'était Jack LaMotta. Jake LaMotta. Non, je me rappelle plus du nom, mais je pense que c'est Hands of Stone. Ça s'appelle Hands of Stone, c'est sur Netflix. Très, très bon film. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Rise of the Tiger pour les prochaines années, les prochains mois? Ben, à court terme, une belle victoire de Christian Mbili et de Osles Iglesias. On a 2 grands combats le 4 septembre à Montréal, au casino avec Osles Iglesias. D'après moi, le meilleur boxeur, meilleur talent qu'on a signé de notre histoire et même meilleur talent qu'on a vu dans l'histoire du Québec, heu, dans la boxe professionnelle. Alors, c'est beaucoup dire. Suivez sa carrière, puis une victoire pour Christian Mbili contre Lester Martinez sur Netflix. Incroyable, merci beaucoup. Merci. Camille, Jérémy, merci d'être merci venu. à toi. Merci d'avoir Mon partagé grand toutes ces plaisir. informations. C'est fou découvrir un univers qui est pas si facile, qui est assez obscur, je trouve. Et pour quelqu'un qui connaît un peu le sport, mais sans être un expert, c'est pas forcément toujours évident de comprendre comment les boxeurs montent, les combats, c'est quoi qui est important, c'est quoi qui est pas important. Je pense que ce qu'on peut retenir de ce podcast, c'est vraiment l'histoire du boxeur. Aujourd'hui, les gens veulent s'attacher. Je pense que c'est peut-être le truc le plus important. Et de ton métier, au final, c'est de créer des légendes et qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Tu sais, la plus grande leçon que j'ai appris, c'était un exécutif très haut placé chez HBO. Il m'a dit: «On n'est pas une compagnie de télévision. On est des raconteurs d'histoires. We are storytellers». Puis si HBO dit ça, ben, on a quelque chose à apprendre. Je pense qu'on peut les croire. Merci de m'avoir reçu. Merci, merci d'être venu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur l'univers de la boxe. Et nous, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode. Merci à tous.